Très chers téléspectateurs de Sous la Porte, bonjour et bienvenue à votre magazine que vous aimez tant, parce que c'est un magazine qui vous sert si souvent à comprendre et aussi analyser correctement ce qui se passe en République démocratique du Congo, ici dans la province du Haut-Katanga, voire aussi en dehors de nos frontières. Aujourd'hui, nous allons, avant même de commencer ou à vous annoncer ce que nous allons faire aujourd'hui, je compte d'abord vous rappeler que la fois passée sur ce plateau, nous avions essayé de discuter sur les acquis à préserver de la journée ou à l'occasion de la journée de martyrs de l'indépendance le 4 janvier, la fois passée comme nous étions avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'insécurité qui bat record, comme vous le savez très bien, très chers téléspectateurs. Ça fait belle lurette que la République démocratique du Congo dans son entièreté, les Congolais ne cessent de se lamenter de l'insécurité. À l'est de la République démocratique du Congo, les ennemis de la République qui ne veulent pas aussi dormir, ils veulent toujours nous agresser de part et d'autre dans plusieurs provinces de l'Est, voire aussi même quelques provinces du centre de la RDC, voire aussi dans la capitale de la République à Kinshasa, les Koulouna qui ne font pas vraiment ou qui ne laissent pas les paisibles citoyens vaquer librement leurs occupations. Ici dans la province du Haut-Katanga, la semaine dernière, il y a quelques jours évidemment, un journaliste au nom de Adonis Patrick Numbi qui était assassiné, tué vraiment comme un serpent par les ennemis de la paix. Nous allons essayer un peu de voir tous ces cas-là parce qu'il y a eu même des gens qui nous ont appelés à partir de la Katouba, de la Jikamine là-bas, du côté Brondo. Surtout les parents qui nous ont appelés que ces derniers temps, ces gens-là ne parviennent pas à dormir librement. Il y a toujours ceux-là qui sont appelés toujours ennemis de la paix, ennemis de la sécurité, qui sont en train d'entrer, de forcer des portes, entrer juste pour demander, à des fois tuer, violer, voler. Tout ça, en tout cas, la population ne se sent pas tellement à l'aise. C'est pourquoi aujourd'hui, sur ce plateau, nous allons essayer un peu de voir ceux qui veulent que l'un ou l'autre jour qu'on parle d'eux, ceux qui veulent par exemple, ou ceux qui ont le pays entre leurs mains, ou ceux qui ont la gestion, surtout ceux de l'Union sacrée, voire aussi ceux qui ont toujours suggéré cet enfant aujourd'hui que vous saurez de quoi ou quelles sont leurs propositions qu'ils vont faire au gouvernement ou aussi aux agents de la sécurité. Alors, sur ce plateau, je vais recevoir pour vous, pour bien en découdre, il s'agit bien de M. Homo Sapiens Chimanga, qui est porte-parole de l'Union sacrée de la nation, à qui nous disons bonjour et bienvenue, M. Homo Sapiens. Bonjour, M. Ange, bonjour à tous les téléspectateurs, voulais-je dire. Bonjour aussi à mon co-débatteur du jour. C'est un réel plaisir de me retrouver encore sur ces beaux plateaux de Shalom Télévision. Monsieur Homo Sapiens, avant d'annoncer aussi votre co-débatteur sur ces plateaux, est-ce que vous pouvez avoir d'autres actualités en dehors de ce que je venais d'annoncer qui sera ou qui seront débattues sur ce plateau? Vous pouvez avoir aussi d'autres actualités? Oui, d'autres actualités, c'est que le président de la République était au Qatar. Bien sûr, question de négocier encore les investisseurs pour le développement durable de la République démocratique du Congo. Et dans ce sens-là, nous demandons encore à la population de soutenir le président de la République dans ses ambitions, bien sûr, dans sa volonté de redonner une autre image à la République démocratique du Congo, bien sûr, que lui, quand il est venu en 2019, il n'a pas trouvé. Voilà, merci beaucoup. C'est ça votre actualité que vous avez annoncée aux téléspectateurs. Comme d'habitude sur notre plateau, on ne fait pas débat aux actualités annoncées par les invités. Je vous présente encore une fois de plus une autre personne de bien qui va vous analyser tout ce qu'il faudra sur ce plateau. Il s'agit bien de Dr Jean Bosco. C'est Jean Bosco, je pense. Oui, Dr Jean Bosco Mukenzi, qui est coordonnateur adjoint de la jeunesse de Ensemble pour la République ici sous la ville de Lubumbashi. Nous lui disons aussi bonjour et bienvenue, docteur. Merci beaucoup, messieurs les journalistes, bonjour. Bonjour. Salutations patriotiques à tous nos téléspectateurs. Par le même fait, je salue également mon co-débatteur.
Docteur, vous pouvez avoir d'autres actualités? Bon, il n'y a pas d'autre actualité, sauf que nous sommes pendant la saison des pluies. Et à l'instant même où nous sommes en train de passer notre émission, il pleut. La ville de Lubumbashi est en train de disparaître. Une pluie, un déluge. On ne sait pas où mettre le pied, on ne sait pas où placer les pneus. C'est vraiment difficile de circuler après la pluie ici à Lubumbashi. Voilà, merci beaucoup. C'est ça votre actualité que vous venez d'annoncer. Sans trop tarder, nous commençons avec M. Homo Sapiens Chimanga. Heureuse année. Ah, merci pareillement. Voilà. C'est vous, de l'Union Sacrée, surtout, vous êtes mieux placé pour parler au nom de l'Union Sacrée de la Nation, parce que c'est l'Union Sacrée de la Nation qui a toute la gestion du pays entre ses mains. C'est l'Union Sacrée de la Nation qui dirige la sécurité, qui dirige la fonction publique, presque tout ce dont nous avons besoin actuellement. Qu'est-ce qui vous fait ou qu'est-ce qui vous rend incapable d'assurer aujourd'hui la sécurité de la population et de leurs biens? Monsieur Ange, s'il faut rectifier, la sécurité n'est pas l'affaire seulement du gouvernant, c'est l'affaire de tous. Par là, je voulais dire, lorsque la population peut aussi intervenir dans ce sens-là, par exemple, en dénonçant, donc en appelant les gouvernants, bien sûr, en leur disant la réalité qui se passe sur le terrain. Aujourd'hui, dire que nous avons échoué sur le plan sécuritaire, c'est mentir à la population, parce que vous avez vu combien le président de la République, bien sûr, accompagné de son gouvernement, milite pour que la paix revienne donc, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, bien que les ennemis de la paix, les ennemis des Congolais ne veulent pas de cela. Et nous n'allons pas nous arrêter par là. Nous sommes venus au pouvoir, nous avons trouvé cette insécurité, nous nous sommes battus bec et ongle, nous avons fait de notre mieux et chaque jour nous essayons d'instaurer la paix sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, et cela étant un processus bien sûr, et un jour ça va atteindre l'idéal, et c'est dans les jours à venir nous allons parler, avant le départ du président de la République bien sûr, de la magistrature suprême, voulais-je dire, nous allons parler d'une paix durable en République démocratique du Congo. Vous avez dit que la sécurité, c'est l'apanage de tout le monde aujourd'hui, mais c'est vous qui payez, c'est vous qui avez la gestion de la sécurité de l'armée, de la police nationale congolaise, de tous les services de renseignement aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui vous fait mal, ou quelles sont de propositions que vous faites, ou que vous faites si souvent lorsqu'il y a l'insécurité qui bat record sur différentes villes de la RDC? Oui, Monsieur Ange, aujourd'hui, nous devons quand même applaudir, nous devons féliciter le président de la République par rapport aux avancées significatives, bien sûr, sur le plan sécuritaire en République démocratique du Congo. À un certain moment, nous avons connu un phénomène où on pouvait trouver les gens tués dans des sacs, on pouvait trouver... on pouvait cambrioler chaque jour des maisons, mais ces phénomènes, au moins, n'ont pas progressé. Et nous avons essayé de limiter les dégâts. Nous avons essayé d'assurer la sécurité pour la population congolaise en général, et particulièrement, par exemple, ici, dans la ville de Lubumbashi. Parlant de l'insécurité par rapport à l'Est, Monsieur Ange, par là, je voulais vous demander que vous m'accordez un peu assez de temps, question de vous expliquer d'où est-ce que le président de la République a trouvé notre armée, et là où il a amené aujourd'hui. Ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans, Monsieur Ange. Bien sûr, le président de la République n'a pas trouvé une armée, il a trouvé une milice au sein de laquelle, par exemple, nous avions une partie swahiliphone et une autre partie lingalaphone. Vous avez trouvé l'armée. Kabila vous a laissé une armée unifiée. Monsieur Kabila a laissé une milice, pas une armée.
Et aujourd'hui, nous parlons d'une armée. Sur la mémoire des vaillants soldats. Non, on n'a pas. C'est pas une façon de cracher sur nos voyants soldats, bien sûr. Le président de la République, quand il est venu, il a trouvé une sorte de milice, bien sûr, au sein de notre armée, bien sûr, laissée par. Non, c'est pas une façon de généraliser, monsieur Ange. Le président de la République, quand il est venu, il faut aussi savoir que c'est un civil. Il a pris le pouvoir entre les mains d'un militaire qui, du reste, nous savons par quelle manière il est arrivé au pouvoir. Nous savons comment ils ont hérité le pouvoir. Et on ne peut pas se mentir ici. Et nous savons comment ils ont manigancé pour s'organiser, question de créer l'insécurité qui aujourd'hui que nous subissons à la partie est de la République démocratique du Congo. Le président de la République a trouvé une armée sans budget. Une armée qui fonctionnait par la volonté d'une catégorie de personnes, bien sûr. Et quand le président est venu, il a réformé l'armée. Il a doté l'armée des moyens possibles pour, bien sûr, instaurer la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et au sein de l'armée, on a constaté qu'il y avait une sorte de milice qui se traduisait par des trahisons à chaque moment. Et c'est par là, aujourd'hui, quand même, nous pouvons nous dire que nous avons une armée nationaliste qui se bat pour la République démocratique du Congo afin de redonner une paix durable au pays. Aujourd'hui, le président de la République, il a monté à la face du monde. Il a montré sa volonté de rétablir la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et nous voyons avec vous, avec bien sûr tout le monde, que la guerre de l'Est est alimentée et par le Rwanda et par la communauté internationale, bien sûr avec une sous-traitance au niveau national, qu'on appelle aujourd'hui opposition, que le président de la République a voulu appeler opposition de faible. Vous parlez de l'opposition faible. C'est comme ça que vous l'avez qualifié. Et pourtant, vous avez même dit que vous avez commencé par dénoncer une milice laissée par Joseph Kabila. Et par après, vous avez loué les efforts des mêmes miliciens. Non, on n'a pas, si je veux rectifier, on n'a pas loué les efforts de la milice. Nous avons loué les efforts fournis par le président de la République qui a redonné une nouvelle image à notre armée. Le président de la République, un civil de son État, il a doté des moyens depuis l'indépendance de la République démocratique du Congo, commençant par Kassavubu, bien sûr civil, passé par Mobutu, un militaire, Mouzé Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila, militaires de leur État, n'ont jamais doté les moyens qu'aujourd'hui dispose l'armée de la République démocratique du Congo grâce à un civil, monsieur Félix Antoine Tshisekedi. Mais c'est un monsieur, normalement, on ne sait pas si on peut l'appeler général Tshisekedi ou, voulais-je dire, bon, je ne sais pas quel titre de l'armée qu'on pouvait octroyer à monsieur le maréchal. Maréchal, voulais-je dire, c'est un monsieur, quand même, nous devons quand même donner assez de temps afin que nous ayons dans notre pays une paix durable, monsieur. S'il vous plaît, Union Sacrée. Mais Joseph Kabila, en prenant le pouvoir, il a trouvé une armée divisée, vous le savez très bien, mais il vous a laissé cette armée unifiée. Parce qu'à l'époque, vous vous rappelez, une armée unifiée. Qu'est-ce que vous appelez par une armée unifiée? Il vous a laissé une armée nationale. Une police nationale. Je pèse bien mes mots. Kabila nous a laissé une milice. Il y avait des soldats qui étaient soumis par le... Bon, je ne sais pas comment je vais m'expliquer. On avait au sein de l'armée les swahiliphones, on avait au sein de l'armée les lingalaphones, et cette divergence, cette diversité des langues au sein de l'armée nous a créé beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, nous subissons le problème des M23. M23, c'est un passif que le président de la République endosse, laissé par l'ancien régime. Vous allez vous rappeler, en 2009, avec M. Koundabatouare, avec son mouvement des CNDC, quelque chose comme ça. CNDP, le 23 mars 2009, ils ont signé des accords.
selon laquelle il fallait réintégrer, ou soit il fallait prendre les rebelles et les insérer au niveau de l'armée. Et cet accord, c'est sur base de ça que nous souffrons jusqu'aujourd'hui. Au-delà de ça, en 2012, les mêmes rebelles avec qui le régime de l'époque ont signé des accords, ils ont refait surface pour faire encore l'agression à la République démocratique du Congo jusqu'à occuper la ville de Goma. Chose qui n'a jamais fait, chose qui n'a jamais existé avant M. Kabila. Et même aujourd'hui, un civil à la magistrature suprême qui est en train maintenant d'endosser des responsabilités sur les choses commises par l'ancien régime. Mais avec tout ça, si nos adversaires politiques, si l'opposition devait être honnête, ne fût-ce que pour ce que fait aujourd'hui le président de la République, mais quand même, on devait se mettre ensemble, accompagner le président de la République dans cette démarche afin de redonner une paix durable à la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, M. Homo Sapiens, pour votre première prise de parole. Docteur Jean Bosco, vous êtes une opposition faible, une opposition qui ne veut pas accompagner le gouvernement dans la paix nationale, une opposition qui veut à tout prix l'échec du gouvernement Tshisekedi. Pas l'échec du gouvernement, l'échec du pays. Du pays, question de montrer à tout le monde que non. Vous avez déjà conclu, vous avez déjà chuté. Donc, c'est vous, à des fois, si on peut dire autrement, vous collaborez avec les ennemis de la RDC et carrément, vous êtes aussi considéré comme ennemi de la RDC. Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour la parole accordée. La thématique de ce soir, c'est l'insécurité. Il faudrait que nos téléspectateurs arrivent à comprendre d'abord qu'est-ce que c'est l'insécurité. Parce qu'elle revêt plusieurs casquettes. L'insécurité, simplement parlant, c'est juste l'absence de sécurité. Alors que la sécurité, elle, c'est quoi? La sécurité, c'est un état d'esprit de confiance et de tranquillité d'une personne qui se sent à l'abri de tout danger. C'est ça la sécurité. Mais l'insécurité, c'est quoi? C'est un état où la personne se sent dans une situation qui n'est pas sûre. Une situation dans laquelle elle est soumise soit à la délinquance, soit à la criminalité. L'insécurité, c'est aussi un sentiment qui renvoie l'être humain à une certaine instabilité. Il n'est pas seulement question de parler ici de l'insécurité liée à la guerre, parce que dans ces pays, vous oubliez qu'il y a l'insécurité alimentaire, il y a l'insécurité à l'intégrité, à l'atteinte à l'intégrité physique, il y a l'insécurité sociale, il y a l'insécurité alimentaire. Mais tout cela, ça résulte d'où? Il faut comprendre d'où viennent ces problèmes. Mon co-débatteur, je l'ai bien suivi, il a ovationné son autorité morale en termes de réalisation et il a jeté aussi un pavé dans la mare contre nous, opposition. L'opposition des faibles, ce n'est pas lui qui l'a dit, mais c'est son autorité morale qui l'avait dit en tant que chef de l'État. Mais le rôle du chef de l'État, c'est quoi? Son rôle primordial, c'est de garantir d'abord la nation. Il est le garant de la nation. Un garant, c'est qui? Un garant, c'est un responsable. Il doit assumer ses responsabilités. Il y a les institutions qui doivent jouer leur rôle dans ces pays. La présidence de la République, le président lui-même en tant que président, il est institution. On ne peut jamais être dirigé par une institution qui est pleurnicharde, non. Le chef de l'État doit s'assumer dans les prérogatives qui sont les siennes. Donc, c'est comme ça. Ici, l'opposition doit jouer son rôle parce que le rôle de l'opposition est reconnu dans la Constitution. On ne peut pas nous mettre dans un bassin d'eau où il y a des crabes. Vous connaissez la politique des crabes. Vous connaissez les crabes et la politique des crabes. Donc, ce sont des animaux qui ont des pinces et des tentacules. Quand vous les plongez dans l'eau, c'est lui qui voudra sortir. L'autre va les coincer pour qu'ils tombent tous au fond du récipient.
C'est là où les chefs de l'État et son système veulent amener l'opposition. S'il a échoué, nous savons que constitutionnellement parlant, il est déjà dans son second et dernier mandat, qu'il attende ou soit que son mandat arrive à terme, qu'il puisse seulement céder le bâton de commande à celui qui a la compétence. Vous avez dit constitutionnellement parlant. Constitutionnellement vous parlez de la constitution rédigée par les étrangers. Hein. Mais c'est sur base de cette même constitution, selon lui, le chef de l'État, c'est selon lui, rédigée par les étrangers, alors que ce sont les Congolais qui s'étaient réunis à cause du déchirement qu'il y avait eu avant. Ils se sont réunis, c'est la classe congolaise qui s'était réunie à Sun City, et même le feu Tshisekedi les pères s'y était rendu. C'est à l'issue de ces pourparlers que nous avons eu cette constitution que nous avons. Et lui-même, il a prêté serment sur base de quelle constitution? C'est toujours sur l'actuelle constitution. En 2016, quand il y avait un glissement avec le régime Kabila, mais l'actuel chef de l'État, qu'est-ce qu'il avait dit? Il est descendu sur la route, c'était pour protéger la même constitution, revendiquer que la constitution devait être respectée et qu'aucune seconde à la présidence en dehors du mandat légal ne devait être acceptée. Ce n'est pas M. Félix Tshisekedi, c'est lui. Et aujourd'hui. Mais pourquoi vous, au sein de l'opposition, lorsque peut-être ce sont les ennemis de la RDC, le Rwanda et ses supplétifs qui veulent ou qui envahissent le territoire, donc une partie du territoire national, c'est là que vous multipliez des réunions, vous allez vous rencontrer à Addis Abeba avec les autres, et c'est là que vous commencez à applaudir même certains médias internationaux parce qu'ils parlent en faveur des ennemis de la RDC. C'est comme ça, des fois, qu'on vous qualifie des complices. Non. Vous savez, l'opposition doit jouer son rôle. Et même les régimes en place doivent laisser à l'opposition le temps de jouer son rôle. Le rôle est de dénoncer ce qui ne marche pas et aussi de reconnaître ce qui est bien fait. Mais, je l'ai dit l'autre fois, reconnaître ce qui est bien fait en montrant aussi à la population que nous, en tant qu'opposition, on peut encore mieux faire que ce qui a été fait. C'est ça le rôle de l'opposition. L'opposition n'est pas là pour entrer en guerre avec le régime en place, mais c'est pour dénoncer ce qui n'est pas fait ou ce qui devrait être fait qui n'est pas fait. C'est ça le rôle de l'opposition. Dire que nous avons tenu de réunions multiples. Vous réunissez au moment crucial de la RDC? Dire que nous nous réunissons au moment crucial de la RDC parce que notre objectif est clair. C'est pour faire obstruction à toute velléité des changements des constitutions. En dehors de nos frontières? Pas en dehors de nos frontières, parce que je vais vous dire ceci. L'actuel chef de l'État, quand ils ont créé les caches, c'était à Kinshasa. Ils ont créé les caches avec Vital Kamerhe. Ce n'était pas à Nairobi, en plus devant un président, Uhuru Kenyatta, je crois. Est-ce que les accords... Ça, c'était une situation exceptionnelle? Non, pas exceptionnelle. Le même chef de l'État, quand on a fait les RASOP, les blocs du RASOP, est-ce que c'était à Kinshasa? C'était en dehors du pays? C'était en Europe? Tous de l'opposition étaient ensemble. Tous de l'opposition étaient ensemble. Ce n'est pas ce que vous faites notamment. Non. Tous de l'opposition étaient ensemble. Tous de l'opposition étaient ensemble. D'ailleurs, je pense que les régimes en place devraient se taire au lieu de s'occuper à ce que nous sommes en train de faire, parce qu'ils devraient se taire en disant que non, ce qu'ils ont fait, nous l'avions fait aussi à notre temps. Parce que la démarche qui est en train d'être menée pour le moment, il y a des consultations, parce que l'autre fois on a dit, c'est seulement mon président du parti, Moïse Katumbi Chapwe, le président honoraire de la République, Joseph Kabila, qui s'étaient réunis. Mais aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des gens qui viennent adhérer pour la cause noble. Après s'être insulté, qualifié de Judas et de Jésus-Christ, après, je ne sais pas, toute une décennie, vous vous retrouvez? Je l'ai dit encore, c'est l'art de l'impossible. C'est le même aussi avec ce que a fait. C'est l'art de l'impossible. Il n'y a jamais eu d'amis éternels ni d'ennemis éternels. Mais lorsqu'il s'agit de la cause noble de la population, en tout cas, on doit mettre de côté nos divergences. Nous devons arrondir les angles afin que nous puissions nous mettre ensemble pour la cause commune. Kabila pourra accepter d'être sous votre leadership? Ce n'est pas une question de leadership de X ou de Y, mais ce qui prime, c'est l'intérêt de la nation.
Voilà. Monsieur Homo sapiens, vous êtes devenu incapable de sécuriser même les journalistes. Hein. Vous commencez à agresser les journalistes. Parce que c'est vous qui avez la police, vous êtes obligé de nous sécuriser, même en pleine nuit, voire aussi en pleine journée, mais vous devenez incapable de nous sécuriser. La ville de Lubumbashi qui est devenue, ces derniers temps, comme une morgue. En tout cas, personnellement, je suis un peu meurtri par... donc ça me fait un peu très mal d'entendre un journaliste au rang de M. Adonis Numbi mourir dans cette situation-là. C'est quelque chose personnellement que j'ai condamné avec la dernière énergie. C'est votre façon de faire taire les hommes de médias. Monsieur Ange, personnellement, je me dis, seule la justice pourra établir les responsabilités, bien sûr, et aussi pourra nous dire ce qui s'est passé réellement. Ça aurait été un problème personnellement parce que si c'était passé pendant la journée, M. Adonis n'a pas été enlevé. C'est quelque chose qui s'est passé la nuit. On ne sait pas d'où il venait, qu'est-ce qu'il faisait réellement. Il venait de son service? Rien ne prouve, rien ne prouve. Jusque-là, aucune déclaration du service n'a été rendue publique. Donc, il n'y a que les journalistes comme vous qui les déclarent. Bien sûr, aujourd'hui, ce que moi je déplore, c'est que l'affaire de M. Adonis, c'est devenu une récupération politicienne de cette opposition de faibles que nous avons identifié ensemble. Comment ça? Avec Quel vous. est l'élément déclencheur? Tellement qu'il n'y avait pas d'actualité, tellement qu'ils ont manqué d'activité à proposer à la population. Vous attaquez beaucoup ils se sont servis de cette situation pour se faire une santé politique. Peut-être c'est vous qui le faites. S'il vous plaît, nous sommes bantous. N'essayons pas de cracher sur la mémoire d'un grand serviteur de la presse, voulais-je dire, louchoise. C'est un monsieur qui a servi dignement la presse louchoise. Oui. C'est un monsieur qui a servi la population. Il a servi, bien sûr, les autorités. Que cette opposition des faibles, j'assume mes propos, ne puisse pas se faire une santé politique par rapport à cette situation. Pourquoi vous attaquez seulement l'opposition, même sur le décès d'une personne? Laissons la justice faire son travail. Moi, étant un politologue de formation, je ne saurais pas réunir les éléments pour savoir comment ça s'est passé et établir les responsabilités. Monsieur Homo sapiens. Jusqu'à présent, personnellement, je pleure avec la famille et je me dis que la justice fasse son travail et que les responsabilités, voulais-je dire, soient établies. Monsieur Homo sapiens, vous avez bien dit que nous sommes des Bantous, nous devons respecter la mémoire de M. Adonis. Je vous ai bien compris. Mais vous savez que votre coordonnateur provincial de l'Union sacrée de la Nation, en son nom de son Excellence Jacques Aboula, a fait déplacer la femme du défunt de la maison. Donc pas même 24 heures après le décès, mais à quelques heures seulement, on fait déplacer cette dame ici, traumatisée, pour qu'elle soit consolée par le gouverneur. Monsieur Ange, j'aimerais à chaque fois que nous devons donner l'information, qu'on puisse être d'abord informé. Le gouverneur étant une haute autorité de la province, agit par des voies officielles. Faire déplacer la veuve du défunt devait être, par exemple, je ne sais pas, sanctionné par exemple par une lettre officielle. Aux informations que moi personnellement j'ai reçues, c'est la famille du défunt qui a demandé l'audience au gouverneur, monsieur le journaliste. Pas même 24 heures après? C'est pas le gouverneur qui a invité la famille, c'est la famille qui a demandé l'audience au gouverneur. Se trouvant dans une difficulté, par exemple financière, pour organiser les obsèques, la famille s'est dit, c'est quelqu'un qui a servi les autorités. Mais allons chercher de l'aide auprès des autorités. C'est de cette manière-là que la famille a demandé l'audience au gouverneur, monsieur le journaliste. Et le gouverneur, humaniste de son État, il a accordé cette audience à la famille. Et lorsqu'on parle de la famille,
Dans la famille, on n'a pas, lorsqu'on a demandé l'audience, voulais-je dire, on n'a pas précisé des personnes qui devaient venir à la rencontre du gouverneur. À sa grande surprise, il a vu des gens. Sûrement, il fallait sur place qu'on l'explique. Et non, c'est madame l'épouse du défunt. Et voilà. C'est sur place qu'on devait l'informer que c'est la maman du défunt. C'est quelque chose que personnellement je fustige, que les journalistes que personnellement je considère comme les personnes honnêtes dans ce secteur-là, aussi essayent de jouer les jeux de l'ennemi du peuple. Le gouverneur, je pèse bien mes mots, allez vérifier, le gouverneur n'a pas demandé à la veuve ou soit à la famille du défunt de se déplacer. C'est la famille qui a demandé l'audience pour, bien sûr, à la recherche de l'aide pour savoir comment organiser le funérail du défunt. Et c'est par là que le gouverneur, comme le père d'une famille, a accepté, bien sûr, parce que aujourd'hui, tout est devenu, on veut toujours diaboliser tout. Si par exemple, le gouverneur, vous voulez dire non, restez à la maison, c'est moi qui dois venir vers vous. Ça allait toujours créer des problèmes. On allait dire non, regardez ce gouverneur, il a refusé. Oh, c'est ceci, c'est patati patata. Ça allait toujours créer des problèmes. Le gouverneur a reçu la famille, pas dans le cadre, le gouverneur n'a pas reçu, lui voyait la famille. Sûrement la famille devait s'organiser de sa manière, envoyer une délégation. Mais au sein d'elle, et vous savez comment les deuils à l'africaine, ça s'organise. Là où il y a les deuils, surtout, c'est la mort d'un mari. Il y a de l'autre côté, il doit toujours, à l'interne, il y a des tensions de la famille, du côté de la femme, du côté du mari. Aujourd'hui, peut-être, sur le plan logique, on peut essayer d'établir des responsabilités. Mais sur le plan, nous, en tant qu'Africains, au sein de la famille, il y aura toujours des responsabilités. On va dire, non, c'est la femme. Oh non, c'est l'oncle. Et ça, peut-être, si les jours où vous allez vous rendre au deuil, je ne sais pas si vous allez entendre ces versions, mais le gouverneur, en tant que père de famille, a accueilli la famille pour d'abord s'enquérir de la situation, de savoir comment la situation va se présenter, avoir aussi sa version des faits. Et le gouverneur a accueilli la famille, il a résolu certains des problèmes primordiaux pour l'organisation du deuil, bien sûr. Et aujourd'hui, pour votre information, le gouverneur s'est déplacé de son bureau climatisé, au-delà de tout ce qu'il avait comme préoccupation, au-delà de tout ce qu'il a comme problème. Le gouverneur gère parmi les plus grandes provinces de la République démocratique du Congo, les provinces stratégiques. Et il faut savoir, le Haut-Katanga, c'est combien de kilomètres? Et il n'y avait pas que le problème du meurtre de M. Adonis qui avait sur sa table. Et vous êtes un homme du média, vous savez comment les choses fonctionnent. Et des fois, par exemple, vous pouvez venir comme ça, vous solliciter par exemple l'audience et que l'audience trouve d'autres dossiers sur la table. Il fallait peut-être, le gouverneur, quand même, au-delà de tout ça, par sa bonne foi, il a abandonné tout ce qu'il avait comme responsabilité. Il s'est rendu dans la famille. Mais pourquoi les gens ne viennent pas pour encore dire que non, le gouverneur s'est rendu dans la famille? Ça, c'est de la mauvaise foi. Le gouverneur n'avait pas d'abord reçu les hommes des médias, voir aussi... C'était obligatoire. C'était obligatoire. S'il vous plaît, voir aussi le président de l'Assemblée provinciale? Non, les hommes des médias, ce sont des initiés, ce sont des gens qui savent comment les choses fonctionnent. Avant, on ne peut pas se réveiller le matin comme ça, c'est dire je pars voir le gouverneur. Sous prétexte que j'ai... Mais ça, c'est un cas, vous voyez que... Mais c'est un cas, bien sûr. On ne refuse pas, monsieur. On ne refuse pas, monsieur. Nous sommes en danger. Oui, nous sommes en danger. Nous sommes en danger pour le moment. C'est possible qu'on y parte pour avoir des assurances du premier citoyen de la province. Nous sommes engagés, même ici dans votre entreprise. Je ne peux pas me réveiller le matin comme ça, je me dis, je pars voir le DG de Shalom directement, sans m'annoncer, sans rédiger. Monsieur Mosapiens, s'il vous plaît. Ça, c'est notre cas plus particulier. Le gouverneur de province, pour qu'il soit là où il est, il a utilisé aussi les médias. Monsieur Ange, je viens encore de vous rappeler, le gouverneur
Sans médias, vous les politiques, vous ne pouvez rien faire. Ça, vous devez le savoir. Ça, on le sait. Ça, on le sait. Le gouvernement, et le gouverneur est avec la famille du défunt. Le gouvernement, je voulais parler du gouverneur. Le gouverneur n'a pas abandonné cette famille. C'est la façon de faire des journalistes, peut-être, avant de venir à un bureau d'une autorité. Il faut quand même soit s'annoncer, il faut quand même soit rédiger une lettre. On ne peut pas se réveiller seulement le matin comme ça, sous prétexte parce que quelqu'un est mort. Sûrement, avant cette situation, sûrement il a contacté quelques-uns. Vous ne pouvez pas me dire que non, il est mort seulement comme ça pour autant. Est-ce que quand il était dans cette situation, qui sont venus à son intervention? Qui sont venus les secourir? Et les journalistes aujourd'hui qui ont une tendance politicienne veulent jouer maintenant les jeux de l'opposition, les jeux de l'ennemi pour se faire une santé politique. C'est là que moi je ne suis pas d'accord. C'est là que moi je ne suis pas d'accord. Soyons humains s'il vous plaît. Voilà. Soyons humains. C'est un être très cher à sa femme, très cher à sa famille qui est mort. Voilà. Compatissons avec sa famille, ne cherchons pas à se faire une santé politique derrière la mort de quelqu'un. Moi, là, je ne suis pas d'accord. Voilà, merci beaucoup. Docteur, vous êtes souvent derrière les hommes de médias pour manigancer certaines situations d'insécurité dans la ville sur la ville de Lubumbashi. Messieurs Homo sapiens, mon co-débatteur, s'est fait passer d'un avocat d'un système défaillant. Un système qui est défaillant du sommet jusqu'à la base. Donc vous savez, monsieur le journaliste, vous venez d'employer un terme ici, c'est le mot danger. Toute la population est en danger. Quand la nuit tombe, tout le monde a la peur au ventre. On ne sait pas qui sera attaqué, qui va se réveiller le matin à cause de l'insécurité urbaine. Vous savez, on ne peut pas faire la fête autour d'un cadavre lorsqu'il est encore très chaud. Mais quand vous êtes à bout d'arguments, vous voulez pointer l'opposition. Gouverner, c'est prévoir. Il y a les systèmes qui sont là, qui ont pour attribution la sécurité de la population et de leurs biens. Et ces systèmes sont sous tutelle des autorités au niveau tant national, au niveau provincial. Nous avons le ministère de l'Intérieur au niveau national qui s'occupe de la sécurité, mais au niveau provincial, nous avons un ministre provincial de l'Intérieur qui s'occupe aussi de la sécurité. Dans cette province ici, nous avons deux organes, deux institutions qui sont premièrement l'Assemblée provinciale et deuxièmement, nous avons le gouvernement provincial. Mais lorsqu'il y a une résurgence des cas d'insécurité, mais l'Assemblée nationale fait quel travail pour interpeller les ministres de l'Intérieur? Quelqu'un qu'on tue à coups de machette, ça c'est les cadavres qu'on a vus parce que c'est un homme des médias, peut-être avec l'influence de différents médias, on a essayé de vulgariser. Mais chaque nuit, chaque jour, il y a des gens qu'on tue à coups de machette. Il y a certains noms que je ne veux pas citer ici. Mon confrère là a été victime d'un cas de cambriolage parce qu'il s'est caché quelque part, mais son voisin d'appartement, au moment où je vous parle, il est entre la vie et la mort. Mon co-débatteur avait bien commencé en disant que les problèmes de l'insécurité, ce n'est pas seulement un problème du gouvernement ou du régime en place. C'est un problème de tout le monde. C'est un sujet que nous devons aborder avec un sens patriotique. Enlevons les gants et mettons les fanatismes de côté. Parce qu'il y a une part de la population, et il y a aussi une autre part de ceux-là qui doivent assumer leur rôle dans leurs prérogatives. Vous savez, les histoires ici des Kuluna, les Mobondo et autres. Est-ce qu'il y a une maternité où on dit que non, les Kuluna naissent ici? Non. Les Kuluna viennent des familles. Tout ce qu'il y a comme insécurité, est-ce que les bandits, les brigands, pourquoi ils ne sont pas dénoncés par leurs membres des familles dans leur quartier? Parce que la sécurité doit commencer au niveau de la base. Et pourtant, ici chez nous, l'État a déjà oublié et abandonné totalement
ces structures de fonctionnement au niveau de la base. Ces bandits, les petits bandits que nous voyons, ils sont dans des quartiers. Est-ce que tous, ce sont des bailleurs de maisons, ce sont des locataires quelque part? Mais quand ils préparent leurs coups, c'est-à-dire qu'ils sont en complicité avec un système. Aujourd'hui, il y a des quartiers qui sont réputés comme étant les bastions de ce genre de personnes. Mais quand vous allez descendre dans ces quartiers, vous allez trouver une complaisance entre les éléments de services de sécurité et les éléments de la police qui se font amis à ces genres de petits bandits, et vous trouvez ça normal. Non, je dois apaiser mon co-débatteur de l'Union Sacrée que il est grand temps que vous repreniez vos responsabilités en sécurisant la population, parce que c'est un droit constitutionnel. Nous, en tant que population, nous devons être sécurisés par la police. C'est ça le rôle de la police. Assurer la sécurité publique, la sécurité des personnes et de leurs biens, le maintien et le rétablissement de l'ordre public, assurer aussi la sécurité des hautes autorités. Mais aujourd'hui, nous voyons qu'il y a 2 poids 2 mesures. Les hautes autorités sont hyper sécurisées, mais la population est sous-sécurisée, voire même abandonnée. Et pourtant, nous tous, nous sommes tous Congolais. Nous sommes égaux devant la loi et nous devons jouir de la même protection des lois. Aujourd'hui, nous voyons des Congolais qui sont nourris à l'excès et nous voyons de l'autre côté des Congolais qui sont kwashorkorés. Ce n'est pas bien. Donc la population a droit à la sécurité. Donc la sécurité, c'est un droit pour nous, peuple, en tant que population. C'est un devoir que le régime en place doit assurer, parce que quand il y a l'insécurité, rien ne marche. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des systèmes, la population commence à s'auto-prendre en charge. Quelqu'un qui a d'abord un problème de travail, il a un problème d'alimentation, qui est d'abord insécure alimentairement, et vous voulez encore lui priver de son sommeil. Au lieu de dormir, maintenant, il doit, avec son quartier, le voisinage, organiser un système d'autodéfense. C'est la raison pour laquelle ça ne puisse pas vous étonner de rencontrer des gens en train de somnoler dans leur lieu de travail, les gens qui sont même en train de somnoler en marchant au centre-ville. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas su dormir, il était aux aguets. Il est en train de veiller. De veiller, les cambrioleurs viendraient de quel côté? L'État est vraiment défaillant, l'État doit s'assumer. Ça ne sert à rien de doiter ou de pointer l'opposition. L'opposition n'a ni service de sécurité, l'opposition n'a ni police, l'opposition n'a ni armée, l'opposition n'a ni service de renseignement. Tout ce que je viens d'énumérer sont dans le pouvoir de ceux-là qui sont en train de diriger aujourd'hui. Veillez sur la sécurité de la population au lieu de détourner les deniers publics, alors que c'est cet argent qui est censé mieux équiper les systèmes de renseignement, mieux équiper aussi les systèmes de sécurité. Docteur, mais à des fois, on comprend que depuis que Constant Moutamba a parlé de la peine de mort, il y a des agitations au sein de l'opposition. Pourquoi? Non, il n'y a aucune agitation au sein de l'opposition, seulement que cette peine de mort ou son abolition ou sa mise en application, qu'elle soit objective, que ça ne soit pas une peine de mort qui soit sélective, que ça soit une chasse aux opposants, non. Que ça soit appliqué de manière objective et elle doit être fondée sur un soubassement juridique. On dit que non, en violation de tel article, en violation de tel article, ou soit en violation de telle disposition de la loi, hein, vous serez pendu, et que ça soit appliqué, que tout le monde voit que non, ça a été appliqué de manière objective. Et je pense que dans son speech lors du briefing, co-animé avec le ministre de la Communication, Constant Moutamba a bien précisé que tout c'est lui qui se donnerait à défendre ou à divulguer des informations des ennemis de la RDC, plus particulièrement celles du Rwanda, RDF, les M23. En ce moment-là, il sera seulement soumis à la peine de mort. Mais pourquoi vous, ça vous inquiète? Parce qu'on a constaté que
de temps à autre, la majorité ne cesse de vous accuser que c'est vous qui êtes mal à l'aise? Non, notre constitution nous garantit le droit de la liberté d'expression. Ceux qui sont en train de mourir dans l'est du pays, ce sont nos compatriotes. La vie humaine est sacrée. Et même ceux qui sont en train de faire que cette guerre d'agression soit vraiment jugulée, ce sont nos compatriotes, nos FARDC. Mais ceux qui sont en train de partir, vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes en train de compter, nous sommes à plus ou moins 8 millions de déplacés internes. Mais est-ce qu'on a recensé les cas de mort? Est-ce que les compatriotes qui ont perdu le leur, ils n'ont pas le droit de s'exprimer, qu'ils ont perdu les êtres chers de leur famille? Est-ce qu'à cause de ça, on doit prendre quelqu'un, le soumettre à la peine de mort? Non, moi je ne pense pas. S'il y a certains médias, parce que vous qui êtes de la presse, vous connaissez bien votre déontologie. Donc je pense que vos confrères de la presse et aussi des différents médias, ils savent aussi la déontologie. Là, ça n'a rien à voir avec nous. Nous, en tant qu'opposition, on ne s'agite pas, mais nous sommes juste en train, comme je l'ai dit dès l'entame de ma prise de parole, en train de dire que notre rôle, c'est de dénoncer ce qui n'est pas bien et qui doit être dénoncé. Docteur, une petite question, bien que peut-être ça pourra être en dehors de ce que nous parlons. À quand pourrait avoir lieu la marche de soutien au FARDC et aussi la dénonciation de Paul Kagame et ses supplétifs au sein d'Ensemble pour la République? Non, mais ce n'est pas que cela n'a jamais eu lieu. Ensemble pour la République a déjà participé, je crois, à une marche de soutien au FARDC et à laquelle on avait exprimé notre vœu en forme de propositions. Et dénoncer Kagame? En termes de propositions, nous avons dénoncé, nous avons été, mon président Moïse Katumbi Chapwe fut le premier à dénoncer la résurgence de cette guerre de M23. Et mon co-débatteur l'avait dit qu'il a trouvé, que l'actuel chef de l'État a trouvé cette guerre. Non, mais quand M. Félix Tshisekedi accède au pouvoir, les M23 étaient déjà vaincus, les M23 n'existaient pas. Pourquoi ils sont revenus? C'est lui qui les a fait revenir. Comment ça? C'est lui qui Parce que Félix Tshisekedi avait refusé, ils avaient limogé des institutions. C'est M. Félix Tshisekedi qui a fait... Mais pourquoi vous ne pouvez pas accepter que Kabila avait signé des accords intégrant le M23 dans des institutions publiques? Moi, j'ai dit que quand Kabila est parti, il n'y avait plus de M23. Pourquoi vous ne pouvez pas aussi accepter qu'il y avait des accords signés en 2013 à Goma entre Joseph Kabila et le M23 pour les intégrer dans l'armée et aussi dans d'autres institutions? Moi, j'ai rebondi sur ce que j'ai dit. Lorsque M. Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, il n'y avait plus de M23. Vous ne pouvez pas le dénoncer parce qu'il est devenu votre nouvel allié. Non, la résurgence du M23, c'est à cause de l'appel que M. Félix Tshisekedi a fait à leur égard. Merci beaucoup, docteur. Donc, monsieur Homo sapiens, vous l'avez suivi? Oui, j'ai suivi monsieur Bosco. En tout cas, très à l'aise, oui, avec de l'audace. Et très sage même. Bon, ça c'est vous qui le dites. Il essaie de défendre ce qui n'existait pas. Aujourd'hui, je l'ai d'ailleurs énuméré, que nous sommes victimes, au nom du principe de la continuité des services publics, nous sommes victimes d'endosser une responsabilité du régime passé. Aujourd'hui, nous crions face à l'insécurité. Ne me dites pas qu'il y a un enfant de 6 ans parmi les gens qui créent l'insécurité. Parce qu'il faudra encore rappeler que nous n'avons que 6 ans au pouvoir. Et si par exemple, vous n'allez pas me dire qu'il y a un enfant de 12 ans, si par exemple le président est arrivé, il a trouvé un enfant à l'âge de l'éducation, il pouvait avoir 6 ans. Ne me dites pas que parmi les gens qui sèment l'insécurité, nous avons des enfants de 12 ans. Tout ce qui arrive aujourd'hui, c'est le fruit de ce qui a été sémé dans le passé. Donc, le président du parti de mon co-débatteur, il a joué un rôle très actif dans le passé. Commençons par le mouvement du M23.
Le mouvement du M23 est créé en 2009 avec Koundabatouare, soutenu par M. Katebe Katoto, le grand frère du gouverneur à l'époque, Moïse Katumbi. Il prend nos minéraux, il exporte ça, il donne à son grand frère qui part soutenir la guerre à l'Est. Au-delà de ça, si nous allons suivre les signes du temps, les M23 sont redevenus en RDC en 2021, juste après la fin du mariage FCC-Cash. Et quand on dit que non, les opposants sont derrière cette guerre, vous allez dire non. Et vous voulez demander aujourd'hui aux gens d'ensemble de condamner cette guerre. Ils vont condamner comme ça pendant que... Aujourd'hui, le FCC, qui n'existe plus. Le FCC... Ressuscité. Non, du FCC, il ne reste que du vestige. Le FCC... L'autorité morale est là avec force, voilà que... le FCC n'a jamais eu Joseph Kabila fait appel à votre... il fait appel à Moïse Katumbi et donc... non, c'est du déjà vu. C'est du déjà vu. Ils se sont rencontrés ici donc à l'église catholique. À la cathédrale. À la cathédrale là-bas. Cette rencontre a produit quoi? Des palpables sur l'organisation et le fonctionnement de la vie politique. Non, vous voyez, lorsque un lion est déjà mort, à chaque fois, donc on essaie toujours de l'étiqueter ou soit de lui donner toujours cette casquette de lion. Mais en réalité, nous n'avons qu'à l'enterrer. C'est ce qui reste du FCC. Le FCC s'est divisé dans plusieurs casquettes. Il y a l'Ensemble, il y a par exemple AFC, il y a... Donc c'est beaucoup de choses. L'Union Sacrée a existé avant FCC, pour votre information. L'Union Sacrée a existé avant. Il y a des gens, par rapport à la réalité de la vie, par rapport à la conjoncture qu'on l'avait imposée à l'époque, ils se sont dit, bon, faisons avec. Mais ils sont revenus à la raison. C'est un peu ça. Aujourd'hui, ne condamnons pas le président de la République. L'opposition devait se taire. J'ai bien dit. L'opposition devait se taire. L'opposition devait se taire. Nous sommes victimes. Mais les revendications de l'opposition doivent aussi être prises en compte. Elle revendique quoi? L'opposition revendique quoi? Vous devez prendre en compte. L'opposition... Elle revendique la sécurité de la population. Le seul opposant que nous avons actuellement en République démocratique du Congo, c'est le seul, je voulais dire le seul opposant que nous avons aujourd'hui en République démocratique du Congo, c'est le docteur Mukwege. D'ailleurs, lui quand même... Parce qu'il vous a pris... Non, le docteur Mukwege est bien sûr l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito. Parlant du rencontre Kabila, Katumbi et les autres, ça représente quoi par rapport en face du président de la République démocratique du Congo? Je vous rappelle, lorsque vous voyez M. Félix Antoine Tshisekedi, dites que c'est 72% de la population. Et lorsque vous voyez Kabila qui représente 0%, s'il vous plaît, lorsque vous prenez Kabila qui représente 0% plus 18% de Katumbi, mais ça représente quoi aujourd'hui? Voilà. Mais 30 secondes, c'est ça votre conclusion. 30 secondes, veuillez lancer, veuillez proposer au gouvernement qui ont peut-être la sécurité entre leurs mains. Tout ce que moi je peux proposer au gouvernement, c'est de continuer toujours dans la même lancée, ne pas céder à la population, à la pression de l'opposition, de l'opposition casquette, bien sûr, accompagnée par les ennemis du pays, de continuer toujours dans la même lancée. Ne négocions pas avec les M23. Continuez avec l'opération Kanyama Kasese. S'il faut amener là-bas aussi des anciens criminels, s'il faut amener là-bas aussi des opposants, question de leur rééduquer pour redevenir patriote, c'est personnellement, ça va, merci beaucoup. Je serai content de cette manière de faire et voilà, le merci pays beaucoup. ira de l'avant. Docteur, vous avez, je vous donne 2 minutes. Bon, merci beaucoup. Donc vous profitez, vous concluez. Merci beaucoup. Je dois réagir à certains propos qui viennent d'être prononcés ici. Donc, mon ami de l'Union Sacrée est en train de prouver noir sur blanc qu'il est dans un camp qui n'a aucun respect, ni pour les textes, ni pour les adversaires politiques. Plus de 3 fois, il a employé les termes ennemis.
alors que ces termes ne figurent nulle part dans la Constitution. Nous sommes une opposition républicaine. Ensemble pour la République, c'est la première force de l'opposition. Notre cher parti du président Moïse Katumbi Chapwe, c'est le parti qui est dans les institutions, une opposition institutionnelle. Dire que ce sont des ennemis de la République, je ne pense pas, parce que les ennemis ne peuvent jamais militer jour et nuit pour chercher donc pour militer pour le bien-être de la population. Parce que mon président lui-même, s'il n'avait pas l'amour pour ces pays, il ne pouvait jamais s'engager dans cette lutte politique. Parce qu'il le fait, c'est pour le bien-être de la population. Mais c'est que je voudrais dire que la sécurité, c'est un état où le danger et toutes les situations qui peuvent causer des dommages à la population doivent être contrôlées de façon permanente et que la population doit être protégée de manière satisfaisante et toute la société. On ne peut pas avoir d'un côté les membres qui sont sur une poignée d'individus qui sont surprotégés et de l'autre côté la majorité de la population qui est abandonnée comme des agonisants au fond d'un wagon en train de rendre leur dernier râle en hockey inégaux, car la vie humaine est sacrée. Merci beaucoup, docteur. C'est par là que vous concluez immédiatement. Très chers téléspectateurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ce magazine sous la période de séjour. Sur ce plateau, nous avons parlé de l'insécurité qui bat record sur toute l'étendue du territoire national et plus particulièrement sur la ville de Lubumbashi, la capitale que préfère la RDC. Pour en découdre sur ce plateau, j'avais reçu pour vous, il s'agit bien de M. Homo Sapiens Chimanga, porte-parole de l'Union sacrée de la Nation ici dans la province du Haut-Katanga. Merci, M. Homo Sapiens. C'est moi qui vous remercie, M. Ange. Monsieur le docteur Jean Bosco Mukenzi, qui est aussi au cadre de l'Ensemble pour la République, coordonnateur adjoint urbain de la jeunesse de Ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi Chapwe, opposant républicain de la RDC. Nous lui disons aussi merci d'avoir participé à ce débat. Merci beaucoup, M. Ange, de nous avoir associés à ce débat. Juste un petit rectificatif. Oui. Je suis le coordonnateur provincial adjoint. C'est dans la province du Haut-Katanga. Ah, ok, de voilà. La jeunesse des Ensembles pour la République. D'accord. Toutes nos excuses de l'avoir présenté comme le coordonnateur urbain. Voilà. Très chers téléspectateurs, la réalisation a connu la touche de Fidèle Vadi. De l'autre côté de programme, il s'agissait bien de Jules Lubemba. Son Excellence Jean de Dieu Moulenda Ibondo, nous avons travaillé sur sa vision. À vous tous ceux qui nous êtes toujours très loyaux, nous vous disons sincèrement merci et aussi à très vite.